Le progrès technique et la technologie apportent-ils plus de bonnes ou de mauvaises choses à l'humanité? À vrai dire, il est difficile de répondre à cette question pour la simple et bonne raison qu'avec chaque amélioration vient son lot de problèmes et de questionnements nouveaux. Alors, est-ce que ces désagréments qui viennent avec les progrès vaudraient la peine qu'on se révolte contre les machines? On en est arrivé à un moment où, dans les rapports entre l'homme et la machine, on commence à se demander lequel des deux a le contrôle sur l'autre. Et on n'est plus tellement capable de dire si les progrès techniques nous apportent la liberté ou si, au contraire, ils nous la volent. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était « La France contre les robots » de Georges Bernanos. Et ce livre, je ne l'ai pas lu tout seul puisque je l'ai lu avec Mehdi Mathieu, que je vous encourage vivement à aller découvrir si vous ne le connaissez pas déjà. Et pour une fois, on ne va pas se contenter de faire une synthèse du livre, tout simplement parce que le travail a déjà été fait par le doc dans une superbe vidéo que je vous encourage à aller voir en complément de celle-ci. Ici, nous allons simplement tenter de rebondir sur plusieurs réflexions proposées par Bernanos il y a presque 80 ans, mais dans un premier temps, je laisse Mehdi vous donner un peu de contexte. Merci Modin. Alors pour commencer, parlons de l'auteur, qui est plutôt du genre solide. Georges Bernanos est né en 1888 à Paris. Guerrier dans l'âme, il s'engage très jeune en politique aux côtés de Charles Maurras à l'Action française. Puis lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, il signe immédiatement comme volontaire dans l'aviation, un poste où il sera blessé à de multiples reprises, mais également décoré de la Croix de guerre pour son courage. Bernanos est un homme solide, mais aussi très lucide. Il fait partie de ceux, comme son camarade royaliste Jacques Bainville, à prédire la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, les conditions de paix proposées à l'Allemagne lors du traité de Versailles laissaient présager du pire. D'un côté trop sévère pour permettre à l'Allemagne d'oublier, mais de l'autre assez souple pour lui permettre de se venger. Après 5 ans de guerre atroce où l'Europe s'est changée en boucherie à ciel ouvert, Bernanos sort un petit livre révolutionnaire, La France contre les robots. Si je dis révolutionnaire, ce n'est pas parce qu'il encourage le lecteur à prendre les armes contre la dictature communiste ou fasciste, mais parce qu'il veut renverser toute une civilisation, la civilisation des machines. Mais de quoi parle-t-on ? La civilisation des machines, c'est la société ultra-capitaliste. C'est l'hégémonie de Wall Street, de la croissance ininterrompue et des spéculations financières. Bernanos nous explique que l'intégralité de cette société s'articule autour d'un nouvel homme. Un homme qui n'est plus du tout le modèle hellénique du kalos kagatos, l'homme du corps sain dans un esprit sain, mais d'un nouvel homme bâti autour du modèle libéral, l'homo economicus, l'animal économique. Mais quel est le rapport avec la civilisation des machines ? Eh bien, justement, c'est à ce nouvel homme que s'adresse le livre. Car derrière le mot « robot » du titre de l'ouvrage, on peut effectivement y voir l'avènement de la robotique, de l'industrie lourde et des armes de destruction massive. Mais derrière ce mot, Bernanos s'adresse surtout à l'homme déshumanisé, un homme mécanisé par l'industrie et infantilisé par l'État. Et tout au long du livre, Bernanos oppose à ce type d'homme un autre modèle. Et alors la surprise, cet ancien monarchiste érige en modèle absolu d'humanité le révolutionnaire français de 1789. Des hommes armés sur une barricade pour qui la liberté n'était pas qu'un mot, mais un mode de vie. Hélas, déplore l'auteur, ce type d'homme est en voie d'extinction. Mais alors, qu'est-ce qui tue l'homme libre ? Quand on lit La France contre les robots, un des premiers adjectifs qui vient, c'est visionnaire. Parce qu'en 1947, Bernanos prévoyait déjà beaucoup de choses et surtout, il nous mettait déjà en garde contre les dangers de la civilisation des machines. Ceux qui voient dans la civilisation des machines une étape normale de l'humanité en marche vers son inéluctable destin devraient tout de même réfléchir au caractère suspect d'une civilisation qui semble bien n'avoir été sérieusement prévue ni désirée, qui s'est développée avec une rapidité si effrayante qu'elle fait moins penser à la croissance d'un être vivant qu'à l'évolution d'un cancer. Souvenez-vous, il y a encore quelques mois, tout le monde était extrêmement impressionné par les intelligences artificielles capables de générer des images à partir de textes, mais aussi par la petite révolution qu'a représentée ChatGPT. On s'est aussi beaucoup inquiété. On se disait que le monde allait changer radicalement, que beaucoup allaient se retrouver au chômage, que tout allait être repensé. Bref, que ce serait le chaos total. Parce que quand on pensait au progrès technologique et au remplacement du travail des êtres humains, on pensait principalement aux travaux manuels, pénibles, difficiles, aux travaux physiques. On n'imaginait pas que le travail intellectuel, ou plus encore le travail artistique, allait être remplacé par les machines, ou du moins pas aussi rapidement. Aujourd'hui, quelques mois plus tard à peine, tout ça fait déjà partie de notre quotidien. L'émerveillement et la crainte ont très rapidement disparu. Aujourd'hui, on se permet même d'être exigeant et très critique sur l'aspect technique de ces nouvelles technologies. Nous nous adaptons très vite. Alors autant mettre les choses au clair tout de suite, le propos de Bernanos, ce n'est pas qu'il faut rejeter la technologie, mais bien plutôt qu'il faut s'en méfier. Car
La civilisation actuelle est parfaitement capable de reconstruire à mesure tout ce qu'elle jette par terre et avec une rapidité croissante. Elle est donc sûre de poursuivre presque indéfiniment ses expériences, et ces expériences se feront de plus en plus monstrueuses. Et si ces mises en garde sont à prendre au sérieux, c'est parce qu'il a vu juste sur beaucoup d'autres choses. Pour Bernanos, il était évident que le monde entier succomberait au capitalisme, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a vu juste. Après tout, tous les régimes communistes se sont effondrés. Ce qu'il a prévu aussi, c'est que le capitalisme aurait besoin de machines pour soumettre les nations et les individus. Et s'il y a bien une phrase à retenir de ce livre, et qui est d'ailleurs probablement la citation de Bernanos la plus célèbre, c'est celle-ci. On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration contre toute forme de vie intérieure. C'est personnellement une phrase qui a résonné très fort en moi, et peut-être que ça vous fera le même effet. Nous vivons à une époque où l'on a cessé de chercher à améliorer l'homme. D'ailleurs, le QI moyen en Occident a tendance à baisser, et ce depuis des décennies. On ne cherche plus à améliorer l'homme, mais on cherche toujours à améliorer la machine. L'ultime étape sera donc de fusionner les deux. Les questions de transhumanisme, par exemple, qui évoquaient systématiquement les univers de science-fiction, deviennent une réalité tangible. Alors, faut-il se révolter contre les machines comme au début du 19e siècle, lorsque pendant la révolution industrielle, les travailleurs d'Angleterre sont allés détruire les machines à tisser sous l'influence de Ned Ludd? Faut-il détruire les technologies qui cherchent à nous remplacer? Dans un sens, pour Bernanos, cette réaction violente était on ne peut plus naturelle. Pour autant, il est capable d'admettre que les machines ont aussi beaucoup à nous apporter. La question, c'est comment faire pour que les machines nous apportent plus de liberté au lieu de nous coûter notre liberté. Le mot liberté, c'est d'ailleurs un mot qui revient très souvent dans le livre de Bernanos, 64 fois pour être exact. C'est quelque chose d'absolument central chez lui, la liberté. Et la technologie, en créant sans cesse de nouveaux besoins et donc de nouveaux désirs, nous rend quasiment inaptes à la liberté. Un autre mot qui revient souvent, très souvent, chez Bernanos, 107 fois pour être exact, c'est le mot imbécile. Parce que dans ce livre, il y a de la colère, beaucoup de colère. On sent à travers son style agressif que la littérature est pour lui une sorte de défouloir. Bernanos, c'est quelqu'un qui sait manier la langue française et surtout qui aime la langue française. Il l'aime pour sa capacité à exprimer les nuances et pour sa beauté. Or, dans un monde qui cherche l'efficacité avant tout, la beauté n'est plus un critère pertinent. La langue française est une œuvre d'art et la civilisation des machines n'a besoin pour ses hommes d'affaires, comme pour ses diplomates, que d'un outil, rien davantage. Et effectivement, d'ailleurs, il n'est pas étonnant que dans la civilisation capitaliste dans laquelle nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus le français, la langue maîtresse, mais l'anglais. L'anglais a été choisi pour sa simplicité extrême et aussi et surtout pour son efficacité. En remplaçant le français par l'anglais, on a choisi d'abandonner la nuance au profit de l'efficacité. Le capitalisme, c'est avant tout un monstre froid et calculateur, qui ne cherche ni à faire le bien, ni à faire le mal, mais uniquement à faire du profit. Et pour ça, il choisit systématiquement les outils qui lui semblent les plus efficaces. Pour Bernanos, ce qu'il faut, c'est un nouveau paradigme, une révolution. Et pour lui, c'est à la France de mener cette nouvelle révolution. Seule la France pourrait renverser le pouvoir de l'argent. C'est presque la mission divine de la France. Alors, le livre date un peu maintenant, et il n'y a toujours pas de trace de cette révolution. Alors, était-ce une erreur, ou bien une prédiction qui ne s'est simplement pas encore réalisée? Après la défaite de l'Allemagne en mai 1945, beaucoup nourrissaient l'espoir d'un monde où la guerre n'aurait plus sa place. Pour Bernanos, la fin de la Seconde Guerre mondiale présage pire encore. Bien qu'écrit dans les années 40, Bernanos voit clair dans ce qui va suivre tout au long du XXe siècle. Déjà politiquement, il annonce que les communistes iront tout droit vers l'ultracapitalisme. La transition économique de la Chine et de la Russie à la fin des années 80 lui donne quand même raison. Mais Bernanos dit mieux encore. Il présage de grandes défaites pour les démocraties, qui sont pour lui impuissantes et nous conduisent invariablement à la dictature. Aujourd'hui, la démocratie représentative semble avoir perdu de sa substance en Occident. Les électeurs n'ont plus confiance non seulement en leurs élus, mais aussi au système électoral qui est sanctionné à chaque élection par d'énormes taux d'abstention. Dans le reste du monde, c'est encore plus flagrant. La tentative d'instaurer la démocratie sur l'intégralité du globe s'est soldée en Russie par l'avènement d'un président à vie, en Chine, idem, et en Afrique, les peuples s'insurgent contre ces républiques bananières maintenues artificiellement par l'Occident. Bernanos annonce dès 1945, ainsi, le monde ira en un rythme toujours accéléré, de la démocratie à la dictature, de la dictature à la démocratie, jusqu'au jour. L'auteur nous laisse exprès avec ses points de suspension qui annoncent l'avènement d'un nouveau pouvoir, un pouvoir totalitaire. Mais alors comment une démocratie, symbole de la liberté du peuple, peut virer à un régime totalitaire?
Tout au long du livre, Bernanos distingue deux choses qu'on associe trop souvent. La patrie, terre des pères, et l'État, représentation du pouvoir. Cette distinction est importante car la patrie symbolise nos racines, ce que nos pères ont bâti, ont chéri et protégé. Tandis que l'État symbolise protection et justice certes, mais pour Bernanos, entre les guerres napoléoniennes, la Première et la Seconde Guerre mondiale, l'État symbolise surtout la guerre des peuples enrôlés de force au profit de l'État. L'État symbolise la déshumanisation des peuples. Dans un passage, il parle même d'un État Moloch technique. Le Moloch est une ancienne divinité pour qui on sacrifiait des enfants afin d'obtenir argent et protection. Alors, bien sûr, la formule est violente, mais l'État moderne n'est-il pas effectivement en passe de devenir une divinité vorace et cruelle, de devenir, en somme, une dictature? Aujourd'hui, les impôts n'ont jamais été aussi élevés. Les systèmes de surveillance et la censure se renforcent. Et le pire, c'est que la majorité de la population se soumet docilement à cette privation de liberté institutionnalisée. Ces hommes du tertiaire dévirilisés, infantilisés par l'État. C'est eux, les robots. D'ailleurs, Bernanos est clairvoyant. Ces hommes-machines ne prendront jamais les armes pour quoi que ce soit. Un jour viendra où il vous sera devenu impossible d'appeler le peuple à la guerre pour la défense de sa liberté contre l'envahisseur, car il n'y aura plus de liberté. On y est presque. Qui aujourd'hui va prendre les armes pour défendre la République française? Depuis la défaite de 1940, certains Français se muent peu à peu en de petits fonctionnaires frileux, en bureaucrates protocolaires et hommes soja tertiarisés. L'homme libre ne voit pas l'État comme son nourricier, son tuteur, son assureur. Il le considère parfois comme son ennemi. Cette lecture, ça a été une vraie surprise pour moi parce qu'elle m'a présenté un visage de la Révolution française que je connaissais quasiment pas. Avant la terreur et ses centaines de milliers de morts, avant la décapitation du roi, de la reine et l'abandon du prince en prison, Bernanos nous parle d'une autre catégorie de révolutionnaires. Il nous parle de révolutionnaires assoiffés de liberté, qui s'inscrivent en héritiers des Athéniens et pionniers de la démocratie. Bernanos nous parle d'une révolution non pas faite par des paysans morts de faim, mais des hommes instruits, par le peuple le plus puissant d'Europe, le peuple le plus puissant du monde. Le Français du XVIIIe siècle n'est pas un chien qui brise sa chaîne, un mouton devenu enragé, mais un homme fier du travail de ses aïeux, conscient de la grandeur de son histoire et qui se croit au seuil d'une civilisation nouvelle, sortie de son esprit et de ses mains, faite à son image, un âge d'or. Mais une rupture va s'opérer entre le français de 1789 et celui de son temps, car pour l'auteur, ce qui transforme radicalement l'homme français, c'est l'invasion systématique des machines dans sa vie. Entre le français du XVIIe siècle et un Athénien de l'époque de Périclès, ou un Romain du temps d'Auguste, il y a 1000 traits communs, au lieu que la machinerie nous prépare à un type d'homme imbécile. Mais est-ce que les machines rendent vraiment les hommes plus imbéciles? Eh bien, j'aurais plutôt tendance à dire oui. Chaplin, dans son film Étant moderne, soulevait tout l'absurde du travail à la chaîne, abrutissant et déshumanisant. Pourtant, d'un point de vue productif, le travail à la chaîne est une excellente méthode de production. Aujourd'hui, nous sommes tous dépendants de nos portables. La consommation, type scrolling intensif de notre génération, présage le pire du point de vue de la concentration et de l'intelligence. À cet égard, Bernanos n'est pas dupe. La plus redoutable des machines est la machine à bourrer les crânes. Mais ce qui l'inquiète encore plus, c'est la démultiplication infinie de la machine, au point où l'homme n'est plus sa place dans la civilisation des robots. Comme Isaac Asimov, Bernanos fait preuve d'une impressionnante lucidité sur l'évolution de la robotique et de ses liens avec l'humanité. Il distingue l'outil de la machine. Un outil comme le marteau est décrit comme un prolongement de la main. Mais la machine, comme une machine à coudre, est une prothèse. Elle remplace l'être humain dans le processus créatif. D'un côté, le marteau renforce le bras de l'homme, de l'autre, la machine remplace la main de l'homme. Aujourd'hui, que ferions-nous sans nos téléphones, nos disques durs et Internet? La quasi-intégralité de notre monde, allant de la politique à l'économie, est régie par le bon fonctionnement des machines. Mais le problème n'est pas la machine en soi, dit Bernanos. Le problème est leur multiplication prodigieuse. Avant d'ajouter, l'expansion totale des machines crée de nouveaux besoins, ayant comme réponse la machine. Il décrit une société totalitaire très proche du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où les machines nous dictent notre vie du berceau au tombeau. Les États totalitaires sont des enfants précoces de la civilisation des machines. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, cette société totalitaire est à nos portes. Et une fois en place, l'ordre sera tellement strict qu'elle risque de faire passer le régime totalitaire de Kim Jong-un pour une vulgaire colonie de vacances hippie. Ça n'existe pas la pensée de droite. Ça ne peut pas exister. C'est impossible. On peut être de droite et être un architecte, on peut être de droite et être un... Et comment est-ce qu'on pourrait dire être un physicien? Je ne dis pas que la droite ne peut pas articuler des mots avec sa bouche. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas faire des traits qui formeront des lettres avec sa main. Je dis que ce qu'elle produira, ça ne sera pas de la pensée. Parce que la pensée, ça suppose d'être dans un registre de l'objectivation de la réalité. Et la réalité, c'est la domination. Et c'est les systèmes de domination et les systèmes d'exploitation. Et à partir du moment où vous avez objectivé les systèmes de domination, vous êtes nécessairement porté sur une logique de transformation du monde. Donc, il ne peut pas
y avoir de pensée de droite. Personne ne peut citer un seul philosophe, intellectuel, sociologue de droite. Ça n'existe pas. Qui a fait une œuvre et qui a produit des concepts importants. Ça n'existe pas. Comment tu définirais alors, par exemple, je sais pas, moi, je vais prendre des gens totalement dans un spectre différent, mais je sais pas, un type comme Bernanos ou Schmitt ou Spengler qui est très à la mode dans une certaine droite. Oui, à droite, bien sûr, c'est des idéologues de droite, mais moi ça ne me concerne pas. Tu les mets pas dans une catégorie? C'est un romancier, c'est un peu différent, c'est des romans, c'est un peu différent, c'est pas de la science sociale, c'est pas de la pensée, et on peut sans doute être un romancier de droite. Tu parlais de Bernanos? Oui. La France contre les robots, c'est pas mal en termes de... On peut ne pas être d'accord, mais il y a une pensée. Moi, on peut avoir des... Je sais pas comment... Déjà, c'est la question de la critique de la technique et tout. Moi, ça m'a toujours semblé être un grand thème réactionnaire de toute façon. Mais c'est vrai. Mais alors, par exemple... Non, mais je sais pas. Je maintiens ce que j'ai dit. Il y a quelques temps, ce petit extrait a été pas mal diffusé sur les réseaux sociaux. Déjà parce que les gens aiment bien ce de la gueule de Geoffroy de la Gannerie, mais également parce que cet extrait dit quelque chose d'intéressant. Certains intellectuels de droite peuvent être appréciés par les gens de gauche. Et c'est le cas de Bernanos, qui semble être dans ce cas-là. Un intellectuel de droite, plutôt respecté par la gauche. Et pour les besoins de cette vidéo, j'ai regardé pas mal de contenu disponible sur YouTube à propos de Bernanos. Et un des trucs intéressants à noter, c'est la différence de traitement qu'il y a sur France Culture quand il parle de Bernanos et de Charles Maurras, qui viennent pourtant tous les deux de l'Action française et qui ont énormément d'idées en commun. D'ailleurs, attendez, juste pour l'anecdote, est-ce que vous saviez que l'arrière-petit-fils de Georges Bernanos est un antifa qui a passé 2 ans en prison pour avoir agressé Léopold Jimmy avec 4 autres militants d'extrême gauche? Donc oui, on parle d'un lynchage à 5 contre 1. Je m'appelle Antonin Bernanos, je suis militant antifasciste dans un groupe qui s'appelle l'Action antifasciste Paris-Banlieue. J'ai passé un peu plus de 2 ans en détention. Et vous noterez au passage l'environnement ultra-bourgeois de ce jeune antifa. Bref, alors pour le contexte, Léopold Jimmy, c'est un journaliste qui enquêtait justement sur les violences de l'extrême gauche. Son passage à tabac lui aura donc au moins donné raison. Mais ce qu'il faut vraiment remarquer ici, c'est le silence médiatique assourdissant autour de cette affaire. Les violences de l'extrême gauche sont systématiquement passées sous silence par les médias. Bref, je m'égare un peu, mais il me semblait important de rappeler ça. Et puis il faut dire que Georges Bernanos doit quand même bien se retourner dans sa tombe quand il observe sa descendance. Mais alors, pourquoi cette admiration de la gauche pour Georges Bernanos et pas d'autres figures de droite qui peuvent pourtant être tout aussi intéressantes? Eh bien, peut-être tout simplement pour son discours anticapitaliste. Bernanos, on l'a dit, c'est un royaliste, un conservateur et catholique, et un anticapitaliste. Et rien de tout ça n'est incohérent d'ailleurs. Il dénonce la modernité et ce qui permet cette modernité, c'est-à-dire le capitalisme et le progrès technique. Ce qu'il dénonce, c'est la civilisation capitaliste qui écrase toute forme de tradition. Bref, il partage un certain nombre d'idées et de valeurs avec les gens de gauche, mais il est loin d'être le seul en réalité. Aujourd'hui, l'une des principales caractéristiques de la gauche, c'est l'anticapitalisme. Et par malhonnêteté intellectuelle, on a tendance à considérer les gens de droite comme des gens qui seraient, par définition, pro-capitalistes. Tout comme on a tendance à associer la gauche à l'écologie et la droite à l'anti-écologie. Ce sont bien sûr des raccourcis qui viennent de discours militants idiots. En réalité, la question du capitalisme, c'est quelque chose qui est loin de faire l'unanimité à droite. Et beaucoup de penseurs de droite sont en réalité extrêmement critiques à l'égard du capitalisme. Il existe même des anticapitalistes de droite, et on le voit bien avec Georges Bernanos. Georges Bernanos est de droite, mais il déteste les puissances de l'argent. D'où son antisémitisme d'ailleurs, parce qu'à cette époque, on associait beaucoup les juifs aux puissances de l'argent. C'est un peu toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, que ce soit à gauche ou à droite. Alors maintenant, n'exagérons rien, on ne va pas dire que la droite est anticapitaliste par essence, ça n'aurait aucun sens. Mais résumer le clivage gauche-droite par rapport à la question du capitalisme ou du pouvoir de l'argent, ça me semble extrêmement léger et surtout réducteur et parfaitement dépassé. Si on devait schématiser, on pourrait dire que la gauche critique le capitalisme à sa racine, notamment pour son aspect inégalitaire. Elle le dénonce car c'est un système de domination. Pourtant, la gauche profite énormément des bouleversements sociaux et sociétaux permis par le capitalisme. Destruction de la tradition, libération des mœurs, mondialisation, indifférenciation des peuples, etc. La droite, quant à elle, n'a pas tellement de problème à accepter le côté inégalitaire du système capitaliste. La droite aime la hiérarchie. Par contre,
La droite déteste les conséquences du capitalisme. Elle passe littéralement son temps à se plaindre des conséquences du capitalisme. Parce que ce système, depuis qu'a été adopté le libéralisme, encourage au consumérisme. Il encourage les masses à la faiblesse, à la paresse. Il encourage aussi le vice et à se vautrer dans ce qu'il y a de plus bas chez l'homme. Ce n'est pas parce qu'il est foncièrement mauvais, mais parce qu'il est foncièrement pragmatique. S'il vend du vice, c'est tout simplement parce que c'est ce qui se vend le mieux. Si la vertu était plus rentable, il n'hésiterait pas à en vendre. Il est beaucoup moins avantageux de spéculer sur les besoins de l'homme que sur ses vices. Et parmi ces vices, la cupidité n'est-elle pas le plus impitoyable? On rappelle aussi que Bernanos est catholique, et que le catholicisme est pour le coup anticapitaliste par essence, on peut le dire. Et d'ailleurs, Bernanos a encore une fois été visionnaire. Pour nous guérir de nos vices, ou du moins pour nous aider à les combattre, la crainte de Dieu est moins puissante que celle du jugement de notre prochain. Et dans la société qui va naître, la cupidité ne fera rougir personne. Parce qu'effectivement, les libertés individuelles poussées à l'extrême, dans le sens où il n'y a plus que ça qui compte aujourd'hui, la libération des mœurs, etc., bref, les combats sociétaux, ils sont encouragés par le capitalisme. Et tous ces combats-là, ce sont les combats des gauchistes d'aujourd'hui. Il y a aussi un truc à comprendre, c'est que le capitalisme, il n'est pas compatible avec des idées comme l'enracinement, le religieux ou n'importe quelle autre forme de spiritualité. Le capitalisme, il propose une vision extrêmement froide du monde, de la vie. Une vision purement pragmatique, une vision matérialiste des choses, bien plus compatible avec le mode de pensée de la gauche qu'avec celui de la droite. D'ailleurs, bien que de droite, au fond, Bernanos, il critique tout le monde. Il est d'usage, pour essayer de distinguer entre les imbéciles, de les classer en imbéciles de droite et en imbéciles de gauche. Capitalistes, fascistes, marxistes, tous ces gens-là se ressemblent. Les uns nient la liberté, les autres font encore semblant d'y croire. Bref, tout le monde dans le même sac. Mais en faisant du capitalisme l'épicentre de toutes les questions politiques, philosophiques et morales, est-ce qu'on ne passe pas à côté de beaucoup de choses, en fin de compte? Est-ce que l'explication du capitalisme comme responsable de tous les maux de la Terre, c'est pas un peu simpliste? Est-ce qu'elle n'englobe pas un peu trop de choses, cette explication? Après tout, le monde d'avant le capitalisme ne plairait pas tellement plus aux gens de gauche. Les gens comme Laganerie, les intellectuels de gauche, ce sont souvent des bourgeois qui ne manquent de rien, qui ont tout le loisir de se perdre dans le monde des idées parce qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Ils sont nourris par un système qu'ils détestent, comme des enfants gâtés qui se révoltent contre leurs parents. S'il y a quelque chose d'immature dans la pensée anticapitaliste, il y a aussi quelque chose de religieux, de presque magique. Parce que rien ne nous prouve que ce qui remplacerait le capitalisme ne serait pas encore pire. On a même plutôt pas mal de preuves que ce serait encore pire. Le capitalisme comme une explication totale, intégrale d'absolument tous les problèmes du monde, c'est une lâcheté. Et ça a quelque chose de rassurant en fin de compte pour l'intellectuel de gauche qui culpabilise énormément d'avoir une vie si confortable, de profiter à ce point du système qu'il dénonce, d'être à ce point un parasite. Parce que, pour citer Bernanos, l'intellectuel de profession, le parasite intellectuel, est toujours complice du pouvoir, même quand il paraît le combattre. Et désigner le capitalisme comme le responsable de tous les maux de la Terre, sans jamais rien incarner dans le concret, sans que le combat ne quitte jamais le monde des idées et de la représentation, c'est la plus grande des lâchetés. C'est faire croire qu'on se bat, alors qu'en réalité, on a choisi la solution du confort. Les imbéciles sont capables de discuter indéfiniment sur n'importe quelle question, mais ils se garderont bien de la poser d'une telle manière qu'ils seront forcés d'y répondre. Ça, c'est la définition parfaite de la méthode de l'intellectuel de gauche, même si, je dois bien le reconnaître, étant moi-même incapable de répondre à ces questions, je suis peut-être tout aussi coupable. Voilà bientôt 80 ans que Bernanos est mort, mais son œuvre reste d'une troublante actualité. Les machines sont devenues des prothèses pour l'homme. La moindre de nos actions est stockée, analysée, puis revendue. Les algorithmes, robots parmi les robots, nous connaissent mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Alors oui, rien n'arrête le progrès. Mais qu'attendons-nous pour nous en méfier, ou au moins le regarder avec un œil suspect? Après la lecture de ce livre, beaucoup de questions restent en suspens. Allons-nous assister au scandaleux spectacle de l'impuissance des démocraties face à la dictature? La France a-t-elle assez de ressources, assez d'hommes à l'esprit libre pour échapper à cette société égalitariste et infantilisante? Dans cette nouvelle guerre de la machine contre l'homme, une seule solution: tenir bon. Car comme disait Bernanos, la liberté a encore besoin, et pour longtemps, de tous ceux qui l'aiment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, un grand merci à Modin pour tout le travail qu'il fait et de m'avoir invité sur sa chaîne. Si vous avez trouvé notre duo pertinent et digne d'attention, dites-le nous en commentaire. Je vous invite également à voir une de mes vidéos sur ma chaîne Mehdi Mathieu où je parle de thèmes politiques et philosophiques au regard de l'actualité. Toutes mes vidéos sont travaillées donc vous en aurez pour votre temps.
Le lien disponible où vous savez. Merci encore de votre attention et à Baudin pour son invitation. N'oubliez pas de vous abonner et mettre la cloche. Et nous, on se dit à bientôt.